On peut passer le protocole agriculture durable, bassine dans le territoire des Deux-Sèvres. Je donne la parole à Henri Sabarot. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les interventions liminaires à notre séance d'aujourd'hui, ce qui me permet de dire qu'avec cette délibération, nous avons affaire à un totem entre ceux qui voudraient changer de modèle agricole par un claquement des doigts et puis ceux qui ne voudraient rester sur les mêmes postures. Je rappelle que nous avions voté au mois de juin de cette année un protocole, un règlement, une politique de l'eau dans notre région Nouvelle-Aquitaine en y mettant quelques impasses, en particulier en maintenant les règlements d'intervention sur les régions ex-Aquitaine et Limousin, et puis aussi sur Poitou-Charentes, où il y avait une distinction entre les deux. Alors, d'ailleurs, pour illustrer cela et puis la suite de cette délibération, je vais vous lire le passage que l'on ne peut pas juger comme le plus important, mais qui va étayer la délibération que nous verrons par la suite. Dans cette délibération du mois de juin, vous trouvez écrit « La position de la région pourra être amenée à évoluer en fonction des évolutions des situations locales dès lors que les projets intégrant des enjeux liés au milieu recueillent une très large adhésion des acteurs des territoires concernés ». Cette phrase avait été bien mise dans cette délibération. Elle avait été d'ailleurs pas mal discutée et cela avait été voté à l'unanimité. Alors, comment la décliner dans cette délibération qui a trait au territoire du bassin Sèvres-Niortaise-Mignon? Nous avions un projet qui avait été validé par un arrêté signé par les préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne et de Charente-Maritime en octobre 2017. Ce projet avait été fortement contesté et avait une importance qui était jugée par diverses parties néfastes, que ce soit pour la transition écologique que nous souhaitons tous et puis aussi pour la gestion du système hydraulique de cette zone. Donc, suite à ces fortes oppositions, la région a amorcé des rencontres avec les différents acteurs du dossier, correspondant du reste au texte que je vous ai lu, de manière à pouvoir avoir un dialogue et un travail de concertation avec les acteurs du territoire. Nous avons consulté, et puis avec une préfète des Deux-Sèvres particulièrement active, eh bien, les maires, les opposants au projet, la COP de l'eau, tous avec l'idée d'arriver à un dialogue, d'arriver à un consensus, dialogue qui a été instauré par une commission mise en place sous l'égide, je l'ai dit, de Madame la préfète des Deux-Sèvres. Et puis, nous nous sommes aussi appuyés par un rapport du CGEDD et du CGAR concernant ces projets de réserve de substitution, ici appelés les bassines. Car c'est clair que vouloir faire de l'agriculture sans eau, je crois que c'est peut-être un esprit qui pourrait séduire certains, mais personnellement, je ne crois pas grand soir dans ce sujet. Alors, nous avons donc travaillé fortement de manière à décliner un protocole que vous avez, tout d'abord en définissant des volumes dédiés à l'irrigation. Par rapport au projet initial, le projet qui fait partie du protocole qui vous est présenté aujourd'hui, eh bien, diminue très fortement les prélèvements, en particulier en période d'étiage. Sur ce territoire, nous avons un sous-sol relativement,
une géographie plane, avec un sous-sol calcaire, ce qui ne permet pas, contrairement à d'autres régions, de faire des réserves collinaires, de jouer avec tout ce qui est la géologie du sol. Dans cette partie de notre Nouvelle-Aquitaine, eh bien, c'est du talutage et puis une étanchéité de bassines que l'on remplit avec en profitant des niveaux hauts en hiver par pompage, et puis ensuite de façon à les restituer en été. Cela, il faut être très clair là-dessus, cela n'enlèvera pas les pompages qui auront lieu au niveau de l'été, mais ils seront contrôlés, et puis le complément qui viendra en substitution de ce qui était pris très directement est stocké dans les bassines. Nous avons une diminution des prélèvements par ce biais-là, qui peut être évaluée entre 5 et 7 millions de mètres cubes. Ensuite, l'argument, l'engagement des agriculteurs. Je crois qu'il faut bien voir ce projet comme ce que j'espère, le départ d'une transition écologique des modèles agricoles, d'aller vers des systèmes beaucoup plus vertueux. Ce sujet-là, d'après moi, je préfère le voir comme un protocole gagnant-gagnant, plutôt qu'un protocole qui ne changerait rien et qui ne ferait que des perdants. Alors les agriculteurs là-dessus se sont engagés à ce qui est un diagnostic. S'il vous plaît, un peu de silence, merci. Un diagnostic dont le cahier des charges sera validé par un comité scientifique, et puis un schéma directeur relatif à la conservation de la biodiversité, faisant appel du reste à toutes les politiques que nous avons déjà dans nos règlements d'intervention sur d'autres critères que les règlements d'eau. Ensuite, la mise en place d'une gouvernance renforcée. Une gouvernance renforcée, c'est quoi? Quand l'on a pu, sur le territoire, consulter toutes les parties, et puis en assistant aux réunions de Madame la sous-préfète, on voyait qu'il y avait une mise en cause dans la surveillance de ce qui se passe à ce jour, avec un État qui était quelquefois, des services de l'État un peu loin, qui ne suivaient pas le sujet comme on aurait pu le souhaiter. Donc nous avons souhaité, pour cette gouvernance, qu'il y ait une commission d'évaluation et de surveillance avec un observatoire des pratiques agricoles, et puis aussi un schéma directeur relatif à la préservation de la biodiversité, qu'elle soit aquatique d'ailleurs ou terrestre. Ensuite, un comité scientifique et technique, et sur ce territoire, nous avons à proximité une belle vitrine avec tout ce qui se fait à Chizé à proximité, et puis sur lequel nous travaillons d'ailleurs déjà dans le projet Écobiose, eh bien que ce comité scientifique soit associé de manière à ce que l'on puisse définir tout ce qui peut être le plus vertueux en matière agricole. Bien évidemment, dans ce comité seront associés l'INRA, le CNRS, les associations de protection de la nature, l'ONCFS, les fédérations de pêche et tous ceux qui sont intéressés sur ce projet. Enfin, un comité local de gestion qui préparera la saison des remplissages, parce que c'est sûr que là-dessus, il y a toujours des hypothèques par rapport au changement climatique. Nous avons regardé avec attention ce qui était écrit dans le rapport à Climatera, et donc, bien évidemment, ce remplissage peut être modifié en fonction des conditions environnementales qui seront observées sur le terrain. La région, dans ce protocole, vous avez pu le lire, sera membre de la plupart de ces instances. Ensuite, ce qui est décrit aussi, et c'est peut-être le plus important, l'évolution de pratiques agricoles et culturales. Cela fait partie d'un engagement de la profession agricole qui sera mesurable et qui sera contrôlé par l'État, avec en particulier une réduction substantielle de l'usage des pesticides, une réduction des prélèvements d'eau en période d'étiage, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et donc une meilleure adéquation au type des cultures, à ce sol bien particulier et au climat. Les pratiques agricoles et culturelles devront être orientées sur de l'agriculture biologique, pouvoir être classées au niveau haute valeur environnementale,
avoir des mesures agro-environnementales, en particulier des MAE, sur l'ensemble des exploitations, et des actions visant à l'évolution des pratiques culturales auxquelles j'ai bien senti que les agriculteurs de cette zone étaient très attachés, telles que la conservation des prairies naturelles, des cultures favorisant l'autonomie alimentaire des élevages, des techniques sans labour. Et donc, ces mesures de préservation de la biodiversité seront déclinées, qu'elles soient aquatiques ou terrestres. Ensuite, et pour terminer là-dessus, les modalités de répartition des volumes. Pour une agriculture durable constituant une condition nécessaire à l'obtention de volumes d'eau, on prévoira également des réductions de volumes significatifs et enfin l'attribution de volumes disponibles aux nouveaux demandeurs. Alors, le rôle de la région dans ce protocole, eh bien, la région sera associée à toutes ces commissions. Après avoir cité cela, moi je voudrais rajouter maintenant, puisque où en sommes-nous dans ce protocole? La situation était totalement bloquée il y a quelques mois. À ce jour, après les réunions de concertation qui ont pu avoir lieu sous l'égide de Madame le sous-préfet, après des déplacements du président de la région sur le territoire, après aussi des interventions de pas mal d'élus de ce territoire et de différents groupes, eh bien on peut dire que la situation est la suivante. Deux-Sèvres Nature Environnement, qui à l'origine était contre, et pour. La coordination de défense du Marais Poitevin, maintenant est pour. L'association du Curé est pour. Alors, l'association de protection, d'information et de l'étude de l'eau et de son environnement est restée contre. Le groupe ornithologique vote vendredi, mais a priori, il semble qu'il soit contre. La Fédération de pêche, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui était, on a parlé de maintien d'une biodiversité aquatique, qui était contre au départ, après avoir vu tous les progrès effectués suite à cette concertation, la Fédération de pêche a délibéré pour. Les communes, car on a mis en avant un manque de démocratie dans le système. Je crois que dans notre République, la première démocratie, c'est la démocratie locale, et elle est représentée par les maires dans leur mairie. Et si l'on regarde, eh bien la commune d'Amuret est pour, la commune de Mougon, a priori, serait pour, la commune de Belleville est pour. Tout cela faisait partie de communes qui étaient opposées à l'origine. La députée du territoire, qui s'est beaucoup investie dans ces réunions, Delphine Bateau, est pour aussi. La Chambre d'agriculture, bien évidemment pour. La COP de l'eau, qui porte ce projet, est pour. Les coopératives agricoles aussi. Le département pour. Le président du parc naturel régional du Marais Poitevin est pour. Ce qui met maintenant au total 18 structures qui vont donner leur accord, suivant votre vote, je l'espère, pour la signature du protocole demain à l'aube. Alors, cette délibération n'est pas une délibération budgétaire, c'est une délibération de principe politique, car il est bien évident que toutes les opérations qui seront financées, eh bien, ce sera des dossiers qui passeront en commission permanente. Ensuite, nous n'allons pas inaugurer au printemps prochain la totalité de ces 16 bassines. Et donc, avec les protocoles qu'il y a de suivi de la région aura toujours la possibilité de se retirer si toutefois ce qui était indiqué dans ce protocole n'était pas respecté. Donc, je crois, pour conclure, que la région, là-dessus, a joué pleinement son rôle. L'eau, eh bien, l'usage, il fallait un contrat de territoire, c'est ce que l'on dit sur beaucoup de politiques. Le contrat de territoire a été mis en place et il a été partagé. Alors, j'entends des critiques de mes collègues, bien évidemment, sur certaines choses. Ça a été évoqué ce matin, y compris par le président. Je ne vais pas revenir sur les structures qui sont venues. On parle de
d'un grave problème démocratique, car tout le monde n'a pas pu aller jusqu'au bout. Tout le monde avait été invité dans la démarche. Le collectif anti-bassines, qui rassemblait pas mal d'associations, qui ont d'ailleurs quitté ce collectif, s'est mis lui-même hors jeu, je vais dire. Car à la dernière réunion, ils étaient absents. Et pourquoi étaient-ils absents? Quand on négocie sur quelque chose, il faut avoir le courage et l'honnêteté de négocier jusqu'au bout. Quand ils sont allés voir des propriétaires de territoires de bassines pressentis pour leur dire surtout ne signez pas, ce projet-là n'est pas bon. De ce fait, eh bien, la préfète les a exclus de la concertation. Ensuite, quelque chose qu'on a beaucoup entendu et sur lequel il faut rétablir la vérité. On ne va pas faire ce projet pour envoyer du maïs au port de La Rochelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, suivant les données qui sont vérifiables, qui nous sont données par la Chambre d'agriculture, le maïs représente aujourd'hui sur ce territoire 37% de la sol irriguée du bassin Sèvres-Mignon contre 70-75% en 2012. Ensuite, sur la destination de ce maïs grain, eh bien 85% de ce maïs grain est consommé sur place, dans un rayon de moins de 150 km. 12% sont expédiés vers des pays de l'Europe. Et en effet, 3% sont effectivement exportés sur des territoires. Ensuite, on entend aussi comme reproche le montant, l'argent dépensé quand on le ramène au nombre d'exploitations sur ce projet-là. Ce projet-là, il sera financé par du PDR et puis aussi par très certainement des fonds complémentaires de la région. On dit on va faire un précédent. Eh bien, si on fait un précédent pour avoir des contrats de territoire vertueux derrière des projets d'irrigation, eh bien, je dis bravo. Par contre, c'est pour cette raison-là que ce projet-là doit être regardé avec tout le modèle qu'il comporte. Cette délibération que vous avez est une délibération politique. Nous avons le choix entre une stratégie gagnant-gagnant, je le répète, associant bien évidemment le monde agricole, associant les élus, associant les associations environnementales, associant tous ceux qui sont intéressés par cela. Si on ne fait rien, si cela est rejeté, eh bien je crains que nous soyons dans un schéma perdant-perdant. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir moins de poids avec le monde agricole pour les inciter à changer de modèle dont la plupart subissent ce modèle. Rappelons-nous, il y a quelques décennies, on a demandé aux agriculteurs de nourrir la France et puis ensuite d'équilibrer la balance du commerce extérieur. Ils ont souvent été prisonniers de ce genre d'action. Et donc je crois que dans cette délibération, on donne un signe de volonté. Nous sommes tous pour l'air pur dans cette salle et nous sommes tous pour le zéro pesticide, nous sommes tous pour avoir une agriculture propre. Si nous ne partons pas là-dessus, eh bien les prélèvements vont continuer à se faire, en particulier en période d'étiage. Les prélèvements vont continuer à se faire dans le désordre, au profit de quelques-uns, sans aucun contrôle. Et puis, tout ce que l'on veut mettre en place en termes de biodiversité, que ce soit sur des haies, qui sont déjà dans nos règlements d'intervention, mais sur lesquels, je crois, il faut amorcer et renouer un partenariat avec le monde agricole, tout en prenant en compte les changements climatiques qui nous attendent, de manière à avoir une expérience réussie. Et je crois que le but politique de cette délibération était celui-là. Merci. Merci Henri. Alors, qui souhaite intervenir? Alors, Madame... attends. Madame Coste? Non. L'après. Madame Lapré. Jean Dionis. Barthélémy Aguerre. Nicolas Gamache, Benoît Biteau. Nicolas Gamache. William Jacquier. Benoît Biteau. William Jacquier. William Jacquier. Ok.
et Guy Moreau. Oui. Voilà. Alors, Madame Lapré. Oui, Monsieur le Président, merci, chers collègues. Cette question sensible de la gestion de l'eau avec le toujours épineux dossier des réserves de substitution, alors même que l'administration s'est clairement positionnée côté irrigant, semble ici trouver une issue favorable malgré tous les vents contraires et elle aboutit à un consensus. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec ce protocole et notre groupe votera pour, même si les contraintes pour les agriculteurs sont maximales, mais ils ont l'habitude. Des mots très forts sont employés, engagement, obligation, formation, gouvernance renforcée, surveillance et bien sûr un paragraphe sur les sanctions, page 6. Mais il en manque néanmoins 3 mots, qui sont économie des filières, revenus et espoir. Ce programme, je cite, innovant, unique en France en matière de transition agricole, vitrine de l'agroécologie, référence reproductible. Ce programme donc, nous espérons qu'il fera jurisprudence dans d'autres départements. Notre agriculture a besoin de s'adapter face aux aléas climatiques et ce protocole en est une illustration. N'oublions pas que le premier rôle de l'agriculture est de nourrir, donc de produire, pour notre pays, mais aussi pour exporter. Certains pays sont très demandeurs de nos produits, qui en plus sont les plus sains et issus des productions les plus durables du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est The Economist. Et ces éléments de langage tenus par certains bien-pensants, qui consistent à dénigrer les exportations de nos produits agricoles et donc, je suppose, aussi de nos produits viticoles, sont insupportables au regard de la richesse qu'elles ramènent à notre pays. Nous devrions en être fiers. Nos agriculteurs ont besoin de revenus, de reconnaissance, d'espoir. Ce protocole peut leur permettre d'envisager les 3 en les aidant à faire évoluer leurs pratiques. Car c'est bien de cela dont il est question, que le travail paie pour les agriculteurs, qu'ils puissent vivre décemment en travaillant plus de 60 heures par semaine et qu'ils ne soient pas perpétuellement victimes d'un agribashing injuste, d'un lynchage médiatique scandaleux par des détracteurs déconnectés des réalités de la campagne qui ont oublié l'histoire du monde paysan. Lors de notre dernière séance publique en octobre, Monsieur le Président, vous vous êtes montré vous-même virulent vis-à-vis de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. La transition de l'agriculture vers des modèles plus vertueux, plus économes en intrants, plus respectueux des ressources naturelles est parfaitement intégrée par les agriculteurs. Mais elle ne se fera pas sans eux, ni contre eux en les opposant dans leurs différentes pratiques, et encore moins contre leurs revenus. Je vais vous rappeler quelques vérités. Par exemple, en 1846, c'était pas hier, le mildiou de la pomme de terre a fait 1 million de morts. Dans les années 50-60, 4000 personnes par an mouraient d'intoxication alimentaire et l'espérance de vie ne dépassait pas 65 ans. Sur le glyphosate, les plus gros utilisateurs ne sont pas les agriculteurs, mais la SNCF. Et même en bio, on traite. Et surtout, en bio, on fait moins de rendement. Quelle solution proposez-vous? Arracher les forêts pour compenser les surfaces? Ce serait un désastre. Je ne vous rappelle pas ce qu'il en est des décisions dogmatiques unilatérales au service d'une écologie punitive. N'oublions pas le poids économique de nos filières, Cognac, Vin de Bordeaux, etc., qui créent des emplois directs ou indirects, qui développent l'économie de toute une région et de tout un pays, qui gèrent et entretiennent les paysages et qui sont en même temps les témoins de notre histoire et de notre patrimoine. Dans notre pays, on a déjà détruit les industries. On continue avec l'agriculture? Autre exemple de cet agribashing récurrent, quand une initiative qui date de 2015, de la création d'un magasin de producteurs, les fermiers du Marais Poitevin, près de Surgères, ce projet voit donc le jour, enfin, et lors de son inauguration, le 23 novembre dernier, en présence des agriculteurs et de nombreux invités, vous envoyez pour vous représenter une personne de votre majorité qui, en guise de soutien, d'encouragement, de félicitations à ces agriculteurs passionnés, déterminés et courageux, cette personne parle, je cite, des risques de vie ou de mort que prennent les gens en s'alimentant, fait référence à un article du Monde sur les perturbateurs endocriniens, mutagènes, cancérigènes, avec une mine et un ton réprobateur. Permettez-moi de vous dire que tous les agriculteurs présents ont été choqués, que ce n'étaient pas des propos appropriés pour une telle circonstance, que la parole de la région Nouvelle-Aquitaine a du coup été très mal perçue, quand on connaît un peu les difficultés que ces agriculteurs ont dû surmonter pour y arriver et les heures de travail qu'ils ont déjà passées et qu'ils y passeront, en plus de leur travail quotidien, pour tenir la boutique ouverte. Voilà, Monsieur le Président, ce protocole d'accord pour une agriculture durable dans le territoire du bassin Sèvres-Niortaise-Mignon est un très bon signe envers l'agriculture qui, eux, ont les pieds sur terre. Donc un peu de patience, de bienveillance, d'encouragement et surtout stop à toute cette violence à leur égard. Merci. Jean Dionis. Pardon.
Oui, Monsieur le Président, notre groupe vous soutiendra sur cette délibération. Vous soutiendra parce que ça a été d'ailleurs détaillé. La méthode est remarquable au niveau de l'adhésion de l'ensemble des partis concernés. Et plus globalement, on vous soutiendra parce que ça pose les fondements d'une politique régionale de l'eau. Oui, les bassines sont un modèle, et un modèle pas uniquement pour Poitou-Charentes, un point de repère sur un des sujets les plus sensibles de la politique de l'eau. La politique de l'eau, elle doit concilier deux impératifs. Oui, l'économie de la ressource, mais aussi le fait de faire des réserves en eau. Pourquoi ? Eh bien, moi, j'ai été avec l'ensemble de la municipalité d'Agen dans votre train du climat, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'ils nous disaient, les climatologues? Le climat, oui, il a changé. En Aquitaine, plus 1,7 degré depuis 1945. Et à cause de cette augmentation, eh bien, l'accident le plus probable au niveau de l'eau, ce n'est plus les inondations, mais c'est la baisse des étiages, la baisse des débits en été. Et donc, et la réponse qu'il y avait et qui était proposée, c'est une réponse qui s'appelle les réserves avec du stockage d'eau hivernale. Ne me dites pas que c'est pas rendu possible par les textes européens, c'est faux. Plusieurs pays européens, notamment l'Espagne, sont en train de développer des programmes massifs de construction de réserves en eau. Si vous ne le faites pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Non seulement en été, vous aurez des tensions au niveau agricole, mais vous en aurez aussi pour la faune et la flore. Et vous en aurez aussi dans certains endroits pour l'eau potable. Alors, il faut être très clair. Non seulement on a le problème des bassines, mais au moment même où on vous parle, il y a le problème du lac de Caussade en Lot-et-Garonne et en Aquitaine, où des agriculteurs sont en train de faire un lac qui avait été autorisé par Madame le Préfet et qui ensuite, sous pression ministérielle, s'est vu obligé de retirer ce lac. Ce lac, chez nous, tout le monde est pour. Les syndicats agricoles, et au niveau du syndicalisme agricole, nous, je crois qu'on est le sommet de la diversité. Tous pour, les parlementaires, tous pour, les maires ont pris une délibération à l'unanimité. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de projet de territoire. Ces réserves, elles sont portées par des territoires tout entiers mobilisés là-dessus. Donc, ce qui va être fait aujourd'hui, dans cette délibération, c'est politiquement très important. Ça veut dire que nous nous engageons de manière raisonnable sur une politique de réserve en eau. La région en a besoin. Merci. Barthélémy Aguerre. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Finalement, c'est un dossier un peu compliqué, mais je trouve que la politique de l'eau de la région se retrouve dans ce protocole. Même si je regrette qu'il n'y ait pas une politique transversale des retenues d'eau sur la région Nouvelle-Aquitaine, parce que le problème de la retenue d'eau est un problème identique sur toute la France. Et je pense que tout le monde aujourd'hui devrait être d'accord sur le fait de devoir stocker de l'eau l'hiver pour en avoir l'été. Je rejoins Jean-Dionys là-dessus. Les pratiques agricoles ont évolué et sont plus consommatrices d'eau. Donc avec les bassines, la gestion de l'eau est plus rationnelle. Les engagements pris ici tiennent compte des réalités et imposent des engagements nécessaires pour ce milieu particulier. Le stockage de la ressource en période hivernale, afin de la restituer dans le milieu en période d'étiage, est une méthode qui convient à la réalité partout. Les exploitants agricoles sont incités à s'engager vers de nouvelles pratiques agronomiques, même agroécologiques, que doivent pouvoir leur assurer une performance environnementale, économique et sociale de matière pérenne. Nous soutenons également cette orientation. L'accompagnement au changement de pratique doit permettre aux exploitations agricoles de consolider leur compétitivité et leur adaptation aux évolutions de marché intérieur à la région, mais aussi de marché extérieur. L'exportation doit être développée dans le secteur agricole et en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons les moyens de le faire. À ce titre, les exploitations agricoles doivent pouvoir se positionner sur les marchés internationaux en proposant la qualité et des prix. Et je suis assez choqué
d'entendre, de plaider coupable en disant que, ou de se justifier en disant mais c'est du maïs ou du blé, bon, enfin, c'est une production qui est pour la consommation interne, c'est pas pour l'envoyer à l'exportation. Mais l'exportation, ça amène de la richesse, ça amène de la richesse à l'agriculteur et ça amène de la richesse à la France. Donc je vois pas comment on peut être offusqué devant des marchés d'exportation. Des efforts ont été réalisés grâce à une large concertation. Ceci a abouti à une réduction du nombre potentiel de retenues de substitution et à une baisse des volumes d'eau prélevée. Les engagements financiers de la région estimés à 15 millions d'euros représentent 25% du coût des investissements, reste à définir au plus juste. Le mode de pilotage, de suivi et de contrôle permet des engagements de haute qualité de la part des bénéficiaires. Les engagements individuels complétés par les engagements collectifs permettront une gouvernance renforcée et ainsi un volume de stockage adapté, donc il n'y a pas de risque. Les acteurs concernés sont signataires de ce protocole, la bonne gestion de l'eau pourra donc être assurée sans problème. De véritables encouragements vers une agroécologie sont présents. Un travail sérieux a été conduit, il assure d'une bonne décision en faveur des différents protagonistes utilisateurs directs ou indirects de la ressource en eau. L'eau est un bien à sauvegarder dans ce protocole. Le modèle régional de la gestion de l'eau est reconnu. Nous soutenons, nous, sans réserve, les mesures qui y sont décrites et nous allons voter favorablement. Barthélémy. Nicolas Gamache. Monsieur le Président, chers collègues, nous avons à délibérer pour la proposition 14B qui nous engage sur deux objets. Le premier porte sur la signature d'un protocole d'accord qui était présenté autour de la question de retenue de substitution, à savoir 16 bassines. Le second, incidemment, noté entre guillemets d'éventualité dans cette délibération est celle du financement qui suivra, à savoir 25% du montant total pour notre collectivité, même si c'est en grande partie par la mobilisation de fonds européens. Je vais relever trois questions. La première question est celle du consensus. Et là, je vais peut-être rattraper quelques éléments qui ont été oubliés. Un point sur lequel, Monsieur le Président, vous aviez vous-même pris parti. Un consensus total sur le territoire pour donner suite à ce projet. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un grand nombre d'acteurs rejettent ce protocole. Quelques-uns ont été cités. L'API, le GODS, Henri a voté contre ce protocole. La Confédération paysanne, qui a aussi été oubliée. Au moins une des mairies concernées, ainsi que de nombreuses autres structures et citoyens qui n'étaient pas conviés dans ce comité mis en place par Madame la préfète. Quant au PNR, pour y siéger, le bureau, la semaine dernière, a statué sur le fait que, et c'est inscrit dans sa charte, page 14, le PNR n'est pas compétent en matière d'hydraulique. Donc si le président venait demain, on en tirera les conséquences. Je m'interroge d'ailleurs sur les coups de fil et vous alerte sur les pressions que certains acteurs ont pu subir. Par exemple, ce soir, au moment où je vous parle, à Mougon, le conseil municipal a été convoqué pour revoter à la demande de Madame la préfète, alors que le conseil municipal s'était prononcé la semaine dernière contre à 10 voix contre 8. Pour rappel aussi, une autre commune, toutes les communes n'ont pas voté puisque la commune d'Amuret n'a pas encore délibéré non plus sur la question. Donc le consensus obtenu à la pression n'est pas un bon consensus et cela laissera des traces. Deuxième point, celui du projet de territoire. Ce protocole ne peut être assimilé à un projet de territoire. C'est un protocole autour des terres d'irrigation sur certaines exploitations et qui omet une grande partie du territoire où se situe l'implantation des bassines, mais aussi au-delà. Je pense aux communes de Charente-Maritime, où le Mignon, le cours d'eau, suit son cours et où les communes n'ont pas été mises autour de la table. Le troisième point concerne la sortie des pesticides. Aucun objectif chiffré de sortie des pesticides, juste entre guillemets une réduction à discrétion des agriculteurs. Nous ne sommes pas contre l'irrigation. Nous ne sommes pas contre des bassines dans l'absolu. Comme l'a dit notre présidente de groupe ce matin, nous n'avons pas de dogmatisme dans notre démarche. Nous aimons l'agriculture et nous aimons les agriculteurs. Ils ne sont pas la propriété d'un quelconque bord politique et nous les soutenons, mais pas n'importe quel prix, pas n'importe comment et pas pour n'importe quoi. D'ailleurs, et je vous le rappelle, je vous ai parlé de la Confédération notamment, tous les agriculteurs sont loin d'être tous d'accord avec ce protocole. C'est bien la question de transition agricole du territoire dont il est fait mention dans ce protocole. Or, le problème qui se pose, c'est celui de l'eau, pas de l'agriculture. Nous prendrions le risque de perturber le grand cycle de l'eau
sur le bassin versant présent, entre la rivière et l'estuaire, avec toutes les conséquences sur la continuité écologique. L'eau est un bien commun, comme aimait à le rappeler cette grande militante de la justice sociale, qu'était Danielle Mitterrand. Les scientifiques travaillent sur ces questions. Nous avons vu d'ailleurs les rapports, notamment à Climatera, censés nous ouvrir les yeux sur les enjeux des travaux en cours. Je pense notamment aux chercheurs du CNRS de Chizé, qui montrent que le modèle agricole a été transformé et que l'on peut faire de l'agroécologie sans pour autant avoir recours à des infrastructures gigantesques comme celles des bassines prévues. Nous sommes dans le cadre d'une vraie transition écologique et une vraie transition agricole. Écoutons les scientifiques, laissons-leur la parole. Et je m'interroge d'ailleurs sur le protocole pour la partie paysage par exemple, où l'on convoque le NSP de Versailles, qui est une très belle école, alors que nous avons aussi une des meilleures dans notre région, à Bordeaux notamment, et puis des universitaires à Poitiers qui travaillent sur ces domaines. Notre présidente de groupe a aussi évoqué l'inégalité d'un traitement qui favorise les agromanagers et qui vont concentrer les aides alors même que la grande partie de nos éleveurs connaissent des difficultés majeures, notamment par la perte de l'ICHN, indemnité compensatrice de handicap naturel. Comment comprendre le désarroi dans nos campagnes de ces agriculteurs alors même que l'on se prépare pour un petit nombre à verser des millions d'euros? Je terminerai en posant une question. Comment envisagez-vous les prochaines demandes puisque ces 16 bassines vont faire jurisprudence et entraîner des projets par dizaines? Enfin, je marque un point de vigilance autour duquel je vous invite tous, chers collègues, à réfléchir. Ce protocole porte des risques de non-conformité au regard de notre règlement d'intervention, malgré ce qui a été dit tout à l'heure, et je vous prie de mesurer toutes les conséquences possibles si nous venions à délibérer sur un sujet qui pourra se retrouver à défaut au regard de la loi, puisque non compatible avec le cadre que nous avons pu fixer auparavant. Je vous le dis, ce n'est pas parce qu'on améliore un mauvais projet qu'il devient bon. Attendons également que les assises nationales de l'eau sur l'adaptation au changement climatique rendent leurs conclusions. Nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Benoît Biteau. Merci, Monsieur le Président. On va essayer de ne pas être manichéen et de cesser, parce que c'est ce qui pollue le débat, de penser que certains sont contre l'irrigation ou contre les bassines. Je crois qu'ici, personne n'est contre l'irrigation et ne conteste l'intérêt de l'irrigation en agriculture. Personne ici ne conteste non plus l'intérêt que peut avoir le stockage pour soutenir cette irrigation. Donc cessons avec ce débat manichéen qui pollue le débat et qui nous éloigne de la bonne démarche. Je rappelle également que, contrairement à ce qui est dit quand il est précisé qu'il n'y a pas d'agriculture possible sans irrigation, seuls 10% des agriculteurs ont recours à l'irrigation, ce qui, en creux, sans vilain jeu de mots, signifie que 90% des agriculteurs, par des logiques agroécologiques, sans cesse en progrès, arrivent à produire de façon intéressante sans avoir recours à l'eau. Effectivement, ça n'occulte pas le fait que certaines productions, comme le maraîchage, comme les fruits et légumes, comme le tabac, pour être un peu polémique, peuvent avoir recours à l'irrigation, et ça, c'est pas contestable. Et pour cela, parce que ce sont des productions qui permettent une forte valeur ajoutée, parce que certaines de ces productions permettent effectivement l'autonomie alimentaire de l'élevage sur notre territoire, nécessitent de se pencher sur la problématique de l'irrigation et pourquoi pas sur le stockage. Rappelez que les 10% d'agriculteurs qui sont bénéficiaires de cette possibilité d'irriguer sont aussi les agriculteurs qui déjà, dans la distribution des aides de la PAC, sont les grands bénéficiaires de la PAC et ont su négocier dès 1993 ce qu'on appelle la majoration à l'irrigation, qui fait que 50% des aides sont 50% d'aide est plus élevé vers ce public-là que vers le public des éleveurs, par exemple. Dans ma région, par exemple, un agriculteur qui irrigue ouvrait en 93, alors je le traduis en euros, 450 € par an et par hectare d'aide publique, alors qu'un céréalier en culture sèche n'en touchait que 300. Et le motif de ces 50% supplémentaires était lié justement à la possibilité d'aider les agriculteurs à l'investissement dans l'irrigation. Donc ces agriculteurs-là ont déjà bénéficié des aides à l'investissement sur l'irrigation. Nicolas l'a rappelé, mais je souhaite le rappeler également, sur ce même territoire des Deux-Sèvres, les zones défavorisées ont totalement disparu. Donc ça fait disparaître complètement l'ICHN. Or, avec 40 millions d'euros d'argent public qu'on est prêt à être engagé sur ce stockage de l'eau, on peut juste financer 60 000 hectares d'ICHN pendant 10 ans. C'est juste une plaisanterie, mais ça s'adresse à un public un peu plus large que 320 agriculteurs.
Je rappelle aussi le poids budgétaire de ces retenues de substitution qui s'adressent qu'à que 320 agriculteurs alors qu'ils sont 8000 en Deux-Sèvres. 16 retenues de substitution pour un engagement de la région de 15 millions d'euros. Sans faire de caricature, ça veut dire en gros 1 million d'euros par retenue de substitution. On a dans les cartons aujourd'hui sur ce même territoire 200 retenues de substitution, certes étalées dans le temps, mais 200 retenues de substitution. Aurons-nous les moyens de soutenir 200 retenues de substitution au tarif moyen d'1 million d'euros par retenue? C'est une question. Quand on me dit que le volume prélevable d'hiver est un volume confidentiel et que l'eau est en excès et qu'il est donc facile de la prélever, c'est un peu également simpliste comme logique. Je rappelle que ce volume dont on parle pour remplir les retenues de substitution est juste, sur ce territoire-là, 3 fois plus important que celui mobilisé pour l'eau potable destinée aux résidents de ce territoire. Donc pour conclure, j'aurais aimé effectivement, et sans remettre en cause les avancées intéressantes que propose ce protocole, que plutôt que de reprendre un projet qui était au départ reconnu comme pas très pertinent, nous partions d'un chemin de décision qui aurait permis de dimensionner ce projet de façon plus pertinente. Allez, et je continue de dire que cette possibilité-là aurait été pertinente, aller vers 100% de financement public, de manière à ce que ces équipements qui stockent, et c'est dans la loi sur l'eau, article 1, un bien public, on assure la gestion publique de ces équipements qui stockent l'eau, et qu'on s'attaque réellement aux causes de la problématique de l'eau, c'est-à-dire celle du climat, et qu'on accompagne une agriculture qui est aujourd'hui victime du changement climatique, je l'ai dit ce matin, qui est aussi coupable du changement climatique par des pratiques qui peuvent évoluer, mais qui peut être aussi la solution si on l'accompagne pour avancer vers l'atténuation du changement climatique. Et au risque de vous surprendre, Monsieur le Président, je pense que j'aurais voté pour ce protocole à 2 conditions. À la condition 1, que nous respections le travail des comités de bassin, que ce soit sur Adour-Garonne ou Loire-Bretagne, qui ont identifié les lacunes du 10e programme des agences de l'eau sur lequel on veut s'appuyer pour soutenir ce projet de stockage, et s'appuyer au contraire sur le 11e programme, respecter le travail des spécialistes de l'eau qui, au comité de bassin, ont fait un travail remarquable pour faire émerger ce 11e programme et qui conditionne l'argent public de l'agence de l'eau à de véritables projets de territoire, ce qui n'est pas exactement le cas dans ce projet-là. Donc j'aurais aimé qu'on conditionne les 15 millions d'euros de la région à la compatibilité, c'est le mot-clé, à la compatibilité de ce projet au 11e programme des agences de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle on se précipite à signer ce programme avant le 1er janvier 2019, donc le 18 décembre 2018, pour ne pas avoir à faire référence au 11e programme des agences. Et la deuxième condition qui m'aurait permis de voter ce projet-là, c'est d'intégrer le projet de la source à l'estuaire, intégrer également les acteurs qui sont très en aval de ce projet-là, mais qui seront impactés par une gestion plus ou moins bonne, aussi bien quantitative que qualitative de l'eau, que sont par exemple les ostréiculteurs, que sont par exemple les mytiliculteurs, que sont par exemple les pêcheurs, et qu'on sollicite l'avis conforme du conseil de gestion du parc national marin, de l'estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais. À ces 2 conditions-là, Monsieur le Président, en considérant que effectivement il y a des avancées dans ce protocole, si ces 2 conditions-là étaient apparues dans la délibération que nous votons aujourd'hui, je l'aurais voté favorablement. Et je tiens à préciser que le débat dans mon groupe n'a pas fait l'unanimité sur le vote et que seul moi voterai contre. Mes autres collègues du groupe ne voteront pas ce projet de protocole. Merci de votre attention. Merci Benoît. Monsieur Septon. Oui, Monsieur le Président, juste pour vous indiquer que le groupe UDI votera pour cette délibération. On a été sensible aux arguments du long plaidoyer de notre collègue Sabaro. Cependant, Monsieur le Président, avant que vous rappeliez à l'ordre une partie de votre majorité, il est important quand même de se dire que dans ces sujets, tout le monde doit faire preuve d'humilité et que personne n'a la vérité absolue sur l'écologie et qu'il faut rendre quand même aux écologistes cette chose qui consiste à dire que des fois, ils ont eu raison avant nous. Donc, nous voterons pour, mais peut-être un peu d'humilité sur la réponse que vous leur préparez.
C'est votre sensibilité écologiste qui vous fait craindre mon intervention? William Jacquillard. Oui, merci Président. Alors oui, il faut reconnaître que le travail accompli, qui nous a été longuement décrit précédemment, a été important. Il a essayé de tendre vers un protocole qui se dit aujourd'hui, ou qui est décrit en tous les cas comme acceptable pour des irrigants, acceptable aux yeux de l'État et de quelques collectivités concernées par ce protocole, mais pas acceptable pour l'ensemble des acteurs. Et le débat n'est pas pour ou contre l'irrigation ou le stockage. Merci de ne pas nous enfermer dans ce que Benoît appelle ce débat manichéen, parce que, évidemment, ceux qui continuent à s'interroger ne se contentent pas d'être dans cette opposition. Bien sûr, ce sujet est beaucoup plus complexe. Et nous pensons que les arguments des scientifiques, mais aussi les arguments de ceux qui travaillent la question depuis de longues années, les arguments de ceux qui ont le bon sens et la vision à plus long terme, cette vision qui repose essentiellement sur le respect de la loi sur l'eau, ce bien commun qui exige de nous un sursaut de prise de conscience et d'action pour sa juste répartition et sa juste consommation, qui repose aussi essentiellement, en deuxième, sur la demande d'une réelle concertation la plus large possible. Parce qu'un projet de territoire, pour qu'il soit accepté par tous, ne peut pas souffrir d'une quelconque fragilité dans ses fondations. Et donc, pour notre groupe, ce qui constitue le point de fragilité de ce protocole est bien là. C'est cette exigence de concertation beaucoup plus large, parce que nous pensons qu'un certain nombre d'acteurs n'ont pas été suffisamment entendus, ou en tous les cas, leurs arguments n'ont pas été traités à la hauteur de leurs propos. Et cette prise en compte de ces propos et de ces arguments doit constituer l'essentiel, peut-être, d'un retour à une concertation large que nous appelons de nos vœux. Il faudrait pousser un peu plus loin le dialogue, l'étude des solutions qui sont avancées par les uns et les autres. Donc, pour résumer, nous attendons beaucoup plus sur ce sujet que la présentation qui nous a été faite de ce protocole. Nous pensons que, y compris, il pourrait y avoir, à l'issue d'une concertation reposant sur l'avis de l'ensemble des acteurs, une clause de revoyure qui nous renverrait dans le calendrier de mise en place à des moments pour réviser, évaluer si effectivement la constitution même de ce protocole continue à convenir à tous les acteurs. Voilà, pour cet ensemble de points, nous nous abstiendrons sur ce protocole. Merci. Merci, William. Guy Moreau. Merci, Monsieur le Président. Ah oui. Chers collègues, je vais essayer de vous démontrer que ce protocole d'accord est bon. Il est bon d'abord parce que c'est un projet agroécologique, quoi qu'on en dise. Il est compatible avec le 11e programme de l'eau, de l'Agence de l'eau. Il est acquis que les assises de l'eau en 2019 tiendront compte de ce protocole et donc il n'y aura aucune remise en cause, dixit le ministère de l'écologie, que l'argument de dire que le parc des estuaires n'a pas été qu'il n'a pas regardé ce projet est faux, puisque le projet initial, il n'y a fait aucune remarque. Or, le protocole d'aujourd'hui, il est bien meilleur que le projet initial. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il pourrait contrer ce projet. Il y a été dit un certain nombre de contre-vérités énormes tout à l'heure. La première chose, c'est que dans ce projet, il y a bien une baisse de prélèvement en été et en hiver. Qu'en été, la baisse se situe autour de 6 millions de mètres cubes, et que dans le protocole d'accord, il est bien précisé qu'après 3 ans, on pourra encore
abaisser le prélèvement d'été si nécessaire, si on constate encore éventuellement des assecs, ce que je ne souhaite pas évidemment, s'il y a un souci sur l'eau potable. Je voudrais rappeler quand même que sur ce territoire, depuis des années, que je connais très bien, depuis des années, la situation hydraulique est très mauvaise. Des assecs permanents, de l'élevage qui souffre d'un manque d'autonomie fourragère pratiquement tous les ans, de l'eau potable parfois à la limite des difficultés, et que donc tous les citoyens de ce bassin attendent avec beaucoup de patience, mais aussi d'impatience plutôt, de voir un jour cette situation s'améliorer. Et je voudrais, du coup, vous rappeler quand même quelques éléments importants. Comment est né ce protocole? Le point de départ, c'est la COP de l'eau qui a proposé un projet en 2017. Soumis à enquête publique au printemps 2017, tout le monde a admis que le projet en l'état, je dis bien en l'état, n'était pas admissible et n'était pas acceptable. Du coup, c'est vrai, il y a eu une mobilisation citoyenne qu'on a appelée après Bassine Non Merci. Dans cette mobilisation citoyenne figuraient des associations environnementales comme DSNE, comme le GOTS, comme l'API et d'autres. À un moment donné, tous ces gens se sont dit on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on se concerte, qu'on fasse quelque chose. Et d'ailleurs, c'est DSNE, le GOTS et les porteurs de projets qui se sont dit on va essayer d'améliorer ce projet. Sous la houlette donc de Madame le Préfet, de la députée des Deux-Sèvres qui s'est beaucoup impliquée, chacun le sait, de nous, élus locaux territoriaux, nous avions aussi mis beaucoup de réserves, c'est le cas de dire, sur le premier projet. En tout cas, tout le monde s'est mis autour d'une table. Donc la concertation a bien eu lieu. Il est vrai que Bassine Non Merci, à un moment dans la concertation, pour des raisons qui lui sont propres, que je ne veux pas condamner d'ailleurs, a souhaité se retirer, ce qui a été fait, accepté par Madame le Préfet. Mais toutes les associations autres environnementales sont bien restées dans la négociation. En tout cas, le 19 novembre, un accord a été trouvé entre tous les présents. Et ce jour-là, y compris le GOTS et l'API, étaient favorables à l'accord. Seule la conférence paysanne s'était abstenue d'ailleurs. Je le précise. Donc, entre le projet initial et le projet qu'on a validé le 19 novembre, il n'y a eu aucune trahison, aucun revirement, aucun renoncement et aucune pression. Et les pressions, elles sont arrivées après, mais pas du côté que vous pensez. Parce que si le GOTS et l'API ont fini, après des pressions énormes qu'ils ont subies, ces deux associations, ont fini par ne pas voter le protocole, c'est bien sous une pression énorme. Je le dis parce que c'est une réalité. En tout cas, aujourd'hui, ce projet, il constitue pour nous, je pense, plus qu'une avancée. Et d'ailleurs, je précise que si ce projet de territoire n'est pas signé, il n'y aura jamais de projet de territoire, parce que après, chacun retournera de son fief, si je puis dire, avec ses bons arguments, et il ne se passera plus rien. Et finalement, les perdants, ce sera les citoyens de ce territoire. Je voudrais donc, avec solennité, vous demander de signer ce protocole, car c'est une avancée considérable qu'attendent les citoyens du territoire de Sèvres-Mignon. Et en leur nom, je vous demande de signer ce protocole. Monsieur le Président, excusez-moi. Le groupe s'est déjà exprimé. Oui, non, c'est pour porter une... Il y a une intervention par C'est pas pour une intervention, c'est pour rappeler la demande que j'ai faite ce matin lors des réunions de présidents de groupe. Je demande formellement au nom de notre groupe que le vote se tienne, soit un vote nominatif. Alors, la majorité de l'Assemblée demande un vote public.
Nous avons besoin d'un sixième. Qui est un vote à main levée, à majorité. Si un sixième des élus demande un vote nominatif. Et le vote public domine, on est en démocratie, sur le vote à bulletin secret. Lorsqu'il n'y a pas une nomination. Je demande une vérification du règlement intérieur en ce cas-là. Ce n'est pas un règlement intérieur, c'est le Code général des collectivités locales. C'est pas un bulletin secret, c'est nominatif, c'est-à-dire qu'il faut que chaque élu se prononce individuellement au regard de cette décision. Tranquillisez-vous, tout le monde sera libre de s'exprimer, que ce soit si je les appelle, si j'appelle les personnes, que ce soit si on lève la main. Je peux vous dire que tout le monde votera tranquillement et vous verrez le reste, vous pouvez le contrôler. Moi, je voudrais, Monsieur Charbonneau. Oui, suis-je le dernier à intervenir sur le sujet, Président? Merci, Madame. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre la plupart de nos collègues, parce que sur le sujet qui est compliqué, il est certain que le consensus local, dans les 2 ou 3 départements concernés par les bassines, il n'y a pas de consensus sur l'ensemble des territoires. Il y a beaucoup de contradictions locales qui seront source de conflits, d'indignité, quelle que soit l'issue du vote, de violence. Beaucoup de gens ressentent une certaine injustice, particulièrement dans le milieu rural, concernant l'élément qui appartient à tout le monde, qui est l'eau du ciel et l'eau de la terre. Il y a des dizaines d'années que moi j'entends parler de ce problème de l'eau. Il y a des dizaines de paysans qui ont voulu irriguer, d'organismes agricoles qui ont incité l'agriculture à se développer ainsi. J'ai même entendu, non seulement lorsque j'étais étudiant à l'école d'agriculture, mais dans le milieu rural, que les rivières coulaient à l'envers suite au pompage abusif de ces rivières. L'agriculture est aujourd'hui plus intensive que jamais dans ces marais traditionnels qui étaient réservés à l'élevage et qui ont vu arriver des tracteurs chenillés pour labourer ces terres et qui se mettent à produire des céréales qui, comme chacun sait, sont génératrices de consommation d'eau. Alors les coûts énoncés de la part de mes collègues sont exorbitants effectivement, et je remercie Benoît Habiteau de nous en avoir donné un certain goût. Ces coûts ne peuvent pas laisser insensibles non seulement les exploitants agricoles, mais les différentes populations qui sont liées et qui sont soucieuses des dépenses des deniers de l'État. Je conclus très rapidement en vous disant que nous ne nous laisserons pas embarquer par des données approximatives. J'ai lu Biteau, le paysan résistant. J'ai entendu J'aime la certitude de Nicolas Gamache. J'ai de la sympathie pour tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais j'ai lu également, et je vais continuer de lire, le dernier livre qui est sorti de Monsieur Gervais, L'urgence climatique est un leurre, et je penche un peu pour cette idée. Et c'est pour cela que nous nous abstiendrons de prendre parti sur ce dossier, parce que nous sommes, effectivement, beaucoup d'entre nous sommes climato-sceptiques. Oui, et il faut bien qu'il en reste quelques-uns. Qu'est-ce que je veux dire, Éléonore, le groupe Vert représente combien de personnes 18, mais il me semble que nous ne serions pas les seuls à soutenir cette modalité de vote. Alors, comment? On soutient la démarche. Donc vous êtes 2 à soutenir la démarche. Non, les autres groupes. 3. Il y a besoin de 31 élus. Scrutin, allez-y. Donc, allez-y. Marie, alors, qui soutient la démarche? Courage, votons. Voilà. Donc, il faut 31 personnes. Il n'y a pas 31 personnes. On va voter normalement. Alors, je voudrais juste dire un mot avant de redonner la parole à Henri Samareau. Pourquoi je vous propose cette délibération? Quand j'ai eu à m'occuper avant la préfète des Deux-Sèvres de ce dossier, j'ai réuni les maires,
C'était la première fois qu'ils étaient réunis et certains étaient surpris de ne pas avoir été consultés par les porteurs des bassines. Et un certain nombre de communes avaient d'ailleurs refusé de signer le permis d'aménager. Deuxièmement, j'ai vu tous les partenaires. On en a discuté bien sûr avec Delphine Bateau qui était aussi hostile au premier projet. Et ensuite, 2 ingénieurs généraux, l'un de l'environnement, l'autre de l'équipement, ont pris le dossier en main et la préfète a réuni un certain nombre d'organismes. Et je n'ai pas de raison de penser que tout le monde n'a pas été réuni. Tout le monde a été réuni. Sauf qu'à un moment donné, dans les groupes de travail qui travaillaient point par point, d'après ce que je crois savoir, une des associations a refusé de poursuivre le travail. Ça a été tout à l'heure réaffirmé. Donc la concertation a eu lieu. Et elle a eu lieu d'une manière très précise. Deuxièmement, quand je regarde toutes les signatures qui ont été apportées, je ne sais pas si Henri, j'ai dû m'absenter un moment, l'a évoqué, on se trouve à 14-15 pour, 3 ou 4 contre. Donc il y a une majorité considérable, y compris l'association de pêche, de Sèvres Nature Environnement, la coordination de défense du Marais Poitevin, l'association du Curette, je les connais pas tous, hein, les villes d'Amuret, Mougon et Belleville. Alors, Amuret et Mougon devaient voter ce soir. J'ai vu le maire d'Amuret qui était très impliqué dans l'affaire avec un bon sens absolu. Sur la commune de Mougon, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas eu un vote négatif, mais le vote a été pour attendre, Nicolas. Attention à ce qu'on dit, parce que je vais comprendre que ce que dit Guy Moreau sur les pressions qui ont été exercées, y compris ce que vous avez dit tout à l'heure à l'égard du président du parc naturel régional, soyons prudents, on n'a pas à menacer le président du parc naturel régional. En tout cas, moi, je ne le menace pas. La parole de la région ne menace pas le président du parc naturel régional du Marais Poitevin. Voilà. Et soyons... Alors, quand je regarde le reste, moi, les 3 conditions, notamment par Benoît Biteau, qui m'ont été évoquées. 1, il faut qu'on ait des cultures à valeur ajoutée. A priori, c'est ce qu'il y a. Il y a même un soutien au diagnostic et au changement de pratique pour les agriculteurs avec un comité scientifique. Donc cette première partie, même si ce n'est pas la totalité, y compris avec baisse des pesticides, avec changement, avec installation des jeunes, avec... voilà. Y a-t-il un contrôle de l'eau? C'était la demande qui était faite. Ce contrôle est double. C'est l'agence, comment ça s'appelle, l'établissement public de bassin et bien entendu le préfet. Alors, il y a vraisemblablement des choses plus précises à demander, de telle sorte que, avec les compteurs, qui seront des compteurs régulateurs, ils puissent, à partir du moment où la baisse de l'étiage dans les nappes est atteinte, s'arrêter automatiquement. J'ai bien compris les craintes qu'il y avait. Est-ce qu'il y a une baisse du prélèvement, l'été notamment, et une substitution pour ceux qui vont irriguer? La réponse est oui. La difficulté de l'exercice aujourd'hui pour nous, c'est faut-il donner un signe négatif ou positif à l'égard des agriculteurs et notamment du vice-président et de ceux qui, à l'intérieur de la COP de l'eau, ont perçu le message? La réponse est oui. La réponse est oui. Parce que le mieux est toujours l'ennemi du bien dans cette affaire. Hein? Et si nous voulons basculer sur une autre pratique, sur une économie de l'eau, d'autres pratiques agricoles, parce que, attention, si effectivement l'eau sert à polluer les nappes parce qu'il y a trop de phytosanitaires ou trop d'engrais, c'est un vrai risque. Sauf qu'aujourd'hui,
À partir du moment où on met en place un cycle d'autres types d'agriculture, on ne peut pas ne pas saluer la démarche, même si cette démarche ne correspond pas à 100%, sortie des pesticides par exemple, suppression de tout arrosage, parce que la réalité c'est ça. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de survie pour ce type d'agriculture. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'y aller. De toute manière, la région va être présente aussi avec les comités scientifiques dans les diagnostics sur une autre forme d'agriculture. Henri a évoqué tout à l'heure que le procès qui est fait sur le maïs, à partir du moment où il sert à 85% à l'alimentation du bétail, c'est plutôt favorable. C'est plutôt favorable, me semble-t-il. Surtout dans une zone où le sous-sol ne permet pas de faire des retenues. Si, je me trompe, le sous-sol ne permet pas de faire des retenues par rapport aux argumentations qui ont été faites. Mais je note encore une fois que nul ici dans cette Assemblée n'est contre le fait d'avoir des retenues remplies en période de hautes eaux pour les agriculteurs. Quand vous regardez dans le détail, et il faut absolument que je réalise cette visite sur les micro, la micro-hydraulique sur un certain nombre de plantations. Aujourd'hui, nous sommes devenus, la Nouvelle-Aquitaine est devenue une des régions les plus productrices en matière de noisettes. Pour la Nutella. La noisette suppose d'être irriguée. Et quand vous avez 200 hectares de noisettes, vous avez 3 familles qui y travaillent et 3 fois plus d'emplois, plus de 3 fois plus d'emplois, 10 fois plus d'emplois, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Reynaud, que dans des cultures céréalières. Enfin, je le dis, je ne sais plus si c'était à Nicolas ou à Benoît, il n'y a pas d'opposition entre que fait-on sur l'ICHN, on est en train de s'en préoccuper, on a discuté la dernière fois avec Didier Guillaume, puisqu'on l'a vu vendredi, et le problème du stockage d'eau. C'est vrai que c'est pas fascinant de faire des bassines. Les maires n'y tiennent pas énormément. Mais je pense que la COP de l'eau, le vice-président de la COP de l'eau et la partie qui a travaillé avec lui ont bien entendu le discours des maires. Le maire notamment d'Amuret. Je crois qu'il est fils ou petit-fils d'agriculteurs. Hein ? Qu'a-t-il dit à la profession agricole ? Nous en avons marre, nos concitoyens en ont marre de voir des engins en train de sulfater autour des maisons. Donc ça signifie qu'un mouvement est engagé. Ce mouvement est particulièrement efficace et utile. Le projet du territoire qui existait, qui était peut-être un peu fragile, va s'ajouter, ou plutôt la convention, le protocole va s'ajouter à ce projet de territoire. Et je pense que nous en faisons, pas simplement pour la Nouvelle-Aquitaine, mais bien au-delà pour la France, une transition qui ne va pas dans tous les coins que vous souhaiteriez, mais extrêmement efficace pour basculer sur un autre système. Je vous disais ce matin, vu de Vincent Bretagnol, vu de ce qu'il fait à Chizé, la difficulté de s'engager complètement sur d'autres types d'agriculture. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je souhaite que nous adoptions ce protocole. Est-ce qu'Henri, vous avez envie de rajouter quelque chose ? Tout a été dit sur ce sujet. J'ai rien à rajouter par rapport aux interventions qui ont été faites. Je n'ai pas la prétention de pouvoir convaincre ceux qui sont contre, même si je vais positiver, car ça a été dit, Président, tout le monde reconnaît la nécessité de garder de l'eau quand c'est possible. Et puis ensuite, j'ai entendu parler de clause de revoyure. Mais la clause de revoyure, c'est nous qui la détenons pendant tout ce projet. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter, mais il ne faut pas que ce projet-là
nous divise et je crois qu'il faut le prendre pour un nouveau départ, gagnant-gagnant, qui peut faire école sur d'autres territoires. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui l'approuve? Ce rapport est donc adopté.